Hormuz, c'est un détroit. C'est un détroit qui fait communiquer le golfe Persique, ou le golfe arabo-persique, comme on l'appelle parfois diplomatiquement. Enfin, moi, je préfère l'appellation traditionnelle de golfe Persique, avec la mer d'Arabie, c'est-à-dire avec l'océan Indien et le reste du monde. Et ce détroit, enfin, il a beaucoup de particularités, on va dire. Bon, première particularité, c'est de séparer le monde arabe, enfin la péninsule arabique, de la péninsule ou du sous-continent indien, en fait. Donc déjà le monde arabe du monde perse, et au-delà le monde pakistano-indien. Bon, c'est vraiment une frontière, quoi. Une frontière linguistique, culturelle, humaine, tout ce qu'on veut. Bon. Importante. Politiquement, d'autant plus importante aujourd'hui que, comme chacun sait, les relations entre le monde arabe, qui du côté Émirats, Arabie Saoudite, Oman, etc., on peut dire inféodé aux États-Unis, du monde perse qui lui est du parti adverse, enfin de l'Iran tout simplement, qui lui est du parti adverse. Donc d'un côté vous avez les amis des États-Unis, les gentils, et de l'autre les ennemis des États-Unis, les méchants. Donc c'est au moins depuis la guerre ayant opposé dans les années 80 l'Iran à l'Irak une zone de tension internationale, parfois très vive, avec toujours à l'horizon une menace de guerre qui est le genre de guerre dont on espère évidemment, mais dont on peut penser qu'elle n'adviendra, qu'elle n'éclatera jamais, mais enfin il y a quand même toujours cette menace, et qui est sérieuse, quoi, du fait de la poursuite du programme nucléaire iranien et du souci que ce programme cause aux Israéliens et aux Américains et aux Arabes aussi. Bref, donc c'est une zone de tension internationale, c'est une zone, donc c'est le point de passage de la partie des hydrocarbures produits dans cette région, qui est exportée par la voie maritime. C'est-à-dire en gros 20 à 25% des hydrocarbures consommés dans le monde, en particulier en Asie. Donc c'est un point très important pour l'approvisionnement en pétrole de l'Asie et d'autres parties du monde. Bref, donc c'est typiquement un lieu d'une extrême importance stratégique. Ce qui se traduit d'ailleurs visiblement par l'abondance de navires qui l'empruntent, principalement donc des pétroliers et des méthaniers, mais aussi toutes sortes de cargos, de porte-conteneurs, etc. Et beaucoup de navires de guerre, c'est probablement aujourd'hui la voie d'eau qui est empruntée le plus souvent par des navires de guerre, en particulier bien sûr des navires de guerre américains. Bon, et c'est un endroit, je dis quelqu'un qui voudrait avoir la chance d'apercevoir un porte-avions nucléaire américain en activité, pourrait se poster comme on se poste près d'un point d'eau pour attendre l'heure où les lions vont boire. Là on peut se poster au bord du détroit d'Ormuz avec de bonnes jumelles, si possible équipées pour la vision nocturne, et on est assuré de voir assez vite passer dans un sens ou dans un autre un porte-avions américain avec ses navires d'escorte. Ce qui d'ailleurs incidemment est un spectacle quand même très impressionnant. Bien que je ne l'ai jamais vu d'ailleurs sous cette forme-là, mais enfin j'en ai vu des morceaux. Ceci donc en ce qui concerne la circulation entre le golfe Persique et l'océan Indien, ou la mer d'Arabie. Et par ailleurs dans le sens nord-sud, c'est-à-dire non plus dans le sens de la longueur du détroit, mais de sa largeur, c'est également le lieu d'un trafic très important de petites embarcations, des boutres de commerce, des boutres de pêche, et puis beaucoup de bateaux rapides, des semi-rigides, ça s'appelle des inflatables, des bateaux, enfin de toutes sortes d'ailleurs, parce que c'est aussi souvent des bateaux en fibre de verre, enfin peu importe, des bateaux avec des petits bateaux avec de gros moteurs hors bord, dont la plupart acheminent de la contrebande, dans le sens Oman, enfin Émirats, Oman, vers l'Iran.
Phénomène qui a dû s'accentuer du fait de l'embargo international dont l'Iran est victime. Et puis, il faut ajouter à cela des bateaux très semblables qu'on peut facilement confondre à l'œil nu, qui sont ces petits bateaux rapides dont les gardiens de la Révolution ont fait l'instrument de ce qu'on appelle des tactiques asymétriques. C'est-à-dire des tactiques de harcèlement de navires plus gros, les navires américains en l'occurrence. Alors jusqu'à maintenant, ils se contentent de les narguer, mais il se pourrait qu'un jour, ils en attaquent un, ou que les Américains se sentent attaqués, ou prétendent s'être sentis attaqués. Enfin bon, il y a très régulièrement des incidents dont on ne parle pas, mais dans la période, si vous voulez, que j'ai couverte dans la région, il y a par exemple un navire de guerre américain qui a ouvert le feu à la mitrailleuse sur un bateau de pêche indien auquel il avait prêté à tort des intentions agressives, en rectifiant quand même un ou deux mecs. Voilà, ça a provoqué un incident diplomatique avec l'Inde. Si le bateau en question avait été iranien, ça aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves, entraîner justement le type d'escalade qu'on redoute dans la région. Voilà, et tout ceci se traduit donc aussi par le fait que c'est le lieu d'une intense concurrence entre les puissances, c'est de toute façon un lieu d'intense concurrence entre les puissances en général pour l'appropriation des hydrocarbures, etc. Mais ça l'est aussi pour les ventes d'armes, puisque chacun, évidemment, dans ce climat de tension, essaie de s'armer le plus possible. Et en l'occurrence particulièrement les pays arabes, les pays de la rive arabe du Golfe, parce qu'ils sont, comme chacun sait, très riches, et aussi très sensibles aux influences occidentales, et que donc les compagnies européennes, françaises, notamment américaines, etc., sont là à se battre ou à se concurrencer pour leur vendre des matériels, parfois d'ailleurs tellement sophistiqués que nous ne pouvons pas en doter nos propres armées. Mais en revanche, on les vend aux gens du Golfe qui les achètent par boisseau. Et donc ils achètent tout ce qui se fait de mieux, de plus nouveau et de plus cher dans la technologie des missiles antimissiles, par exemple. Donc, les Américains viennent d'en fabriquer un nouveau, il est peut-être déjà dépassé, mais je ne pense pas, le système THAAD. Et la première vente à l'exportation du système THAAD, c'est les Émirats du Golfe ou le Qatar, je ne sais plus. Donc il y a ce climat assez étrange, pour l'instant plutôt burlesque qu'autre chose, qui fait qu'il y a continuellement des foires aux armements. Il y en a aussi dans d'autres pays, mais là c'est tout le temps, ça fait partie de la vie culturelle, on peut dire, des pays qui n'en ont d'ailleurs pas tellement, en dépit de leurs efforts pour se doter de Louvre, ceci, de Sorbonne, de cela, etc. Traditionnellement, c'est des pays où la vie culturelle était quand même assez somnolente, et alors, en revanche, ce qui, de mon point de vue, en tient lieu, c'est les expositions d'armement, les expositions de matériel, les colloques, les conférences, les symposiums sur les problèmes de défense, avec éternellement les mêmes questions. Les Émirats ont-ils suffisamment de missiles antimissiles pour contrer une éventuelle attaque de missiles balistiques ou de missiles de croisière venant de la rive adverse? Alors, il y a des experts ou de pseudo-experts qui expliquent généralement que non, ils n'ont pas encore tout ce qu'il faut. Il leur manque un truc, et justement, on a ce qu'il faut pour boucher le trou. Donc tout ça est assez comique, parce que je veux dire, ça, en Europe, c'est des choses dont on ne parle pas, tout le monde s'en fout, en plus bien à tort, mais bon, tout le monde s'en fout, donc les questions de défense ne sont pas très présentes dans la presse, etc. Dans les Émirats, c'est tout le temps, tous les jours, il y a quelque chose, il y a un article, une communication, une interview sur ce sujet. Il se trouve que j'ai moi-même eu la chance, étant arrivé cette fois dans le Golfe à bord d'un navire de guerre, enfin d'une frégate de la marine française, la marine nationale. Nous nous sommes trouvés partie prenante à un salon d'armement qui avait lieu à Doha, au Qatar. Le bateau lui-même faisait partie du salon. Enfin, il n'était pas à vendre, mais il était exposé avec des navires d'autres nationalités pour attirer la clientèle. Et donc j'ai eu le privilège de visiter un salon d'armement où on peut faire ses emplettes de missiles anti-navires, de missiles antimissiles, de toutes sortes de choses, de navires, d'embarcations semi-rigides pour contrer des attaques terroristes, enfin bon bref, toutes sortes de choses de ce genre, dans une ambiance qui n'est pas
notablement différente. Disons qu'elle est assez différente de celle du Salon du Livre, par exemple, mais elle n'est pas très différente de celle du Salon de l'Automobile. C'est la même atmosphère ouatée, les mêmes hôtesses sexy en dépit de leur tenue islamique, la même hospitalité dans les stands de marchands de missiles, la même beauté, la même propreté du matériel de démonstration. Et voilà, avec évidemment dans tout ça une absence remarquable qui est celle de la guerre, enfin qui est celle de la guerre au moins des destructions qu'elle entraîne. Tout ce matériel est présenté comme étant d'une propreté et d'une innocence absolue. Donc c'est une chose intéressante de visiter un salon d'armement. En dehors du fait que les armements sont généralement beaux, enfin, en tout cas avant d'avoir servi, ils sont très beaux, très jolis à regarder, même au toucher. Et bien, donc là j'ai présenté un peu longuement le détroit d'Ormuz en oubliant l'essentiel, parce qu'au fond tout ça, au départ je m'en fous, moi ce qui m'a frappé, ayant eu la chance de le passer à plusieurs reprises, à la longue, près d'une dizaine de fois, je pense, mais la première fois c'était dans les années 80, bon, déjà dans un contexte de guerre, enfin bon, moi je n'y ai pas été confronté, mais le contexte de guerre entre l'Iran et l'Irak, justement, ce qu'on a appelé la guerre des pétroliers, donc je l'avais passé à bord d'un porte-conteneur, d'un navire français, bon, qui faisait la tournée du Golfe, et dont le sister ship d'ailleurs avait été attaqué quelques semaines plus tard par justement des gardiens de la Révolution usant des tactiques asymétriques auxquelles je faisais allusion tout à l'heure. C'est-à-dire petite embarcation montée par des mecs armés de mitrailleuses, Kalachnikov et lance-roquettes RPG. Donc j'avais eu la chance de le passer à ce moment-là, dans les deux sens, à l'aller au retour, et d'observer que de loin, que c'est en plus un endroit très très beau. Alors il n'est pas facile d'en apprécier la beauté parce que, hormis peut-être 3-4 mois de l'année, mais ça n'est pas moi à cette saison-là que je l'ai fréquenté, il y fait excessivement chaud. C'est une des régions les plus chaudes et les plus humides du monde, et donc cette conjonction de chaleur et d'humidité fait que ça n'incite pas vraiment à la flânerie, quoi. Il y fait, mais vraiment, effroyablement chaud. Les textes des premiers voyageurs européens, bon, déjà dans le sillage des Portugais, qui se sont pointés là-bas très vite, qui ont construit des forteresses un peu partout, donc on imagine à quel point ils devaient souffrir de la chaleur. Et ces textes font toujours immanquablement allusion à l'effroyable chaleur qui règne là-bas. Et c'est une chose qui, même les locaux, je veux dire, les Iraniens, par exemple, dans la région de Bandar Abbas, sont intarissables. Ils parlent volontiers des effets dévastateurs de cette chaleur qui, par exemple, un été aurait tué tous les ânes de la région, dont les poumons auraient été calcinés par l'air brûlant qu'ils respiraient. Bon, c'est sans doute pas vrai, mais c'est une image assez forte. Donc il y fait très chaud, mais c'est beau. C'est spécialement beau du côté arabe, du côté omanais, parce que c'est une péninsule dont le découpage est un peu celui de fjord norvégien. C'est une montagne, un massif qui culmine à 2200-2300 mètres de haut, et qui dégringole dans la mer, comme ça, entaillé par des fjords, aux formes extrêmement compliquées. Donc c'est splendide, d'ailleurs, malheureusement, enfin peut-être heureusement, oui, heureusement ou malheureusement pour les Omanais, c'est en train de devenir un endroit touristique de haut de gamme, mais très recherché. Et c'est compréhensible parce qu'effectivement c'est magnifique et en plus très propice, semble-t-il, à la pêche sous-marine. Bon, et de l'autre côté, alors c'est moins accessible, et le développement touristique n'est pas pour demain, du côté iranien. Déjà, il faut avoir un visa pour y aller, mais c'est pas mal non plus, c'est plus âpre, la montagne est en retrait, il y a une chaîne de montagnes qui est un peu l'équivalent de celle qu'on rencontre du côté arabe, mais elle est en retrait du littoral. Et donc le littoral est plutôt assez plat, extrêmement désertique, poussiéreux, aride, avec des reliefs bizarres, de la mangrove aussi, enfin, c'est un paysage du genre qu'on désigne souvent comme inhospitalier, mais plein une étrangeté qui est attrayante, quand même. Et puis, il y a donc, du côté arabe, il y a les grandes villes des Émirats, la plus proche du détroit étant Dubaï. Et puis après, quand on monte vers le nord, c'est de plus petits Émirats, Ras Al Khaimah, etc., plus traditionnels.
Et finalement, sur le territoire du Sultanat d'Oman, il y a une ville, mais d'une importance médiocre, qui s'appelle Kassab, qui est jolie, étouffante aussi, mais jolie. Et en face, il y a une grande ville, une des plus grandes villes iraniennes, Bandar Abbas, qui est le grand port à la fois de commerce et militaire de l'Iran. Et donc, il y a une ville extrêmement animée, extrêmement peuplée, extrêmement animée. Et je dois dire, globalement, sympathique en dehors du climat, en dépit du climat, enfin de la détérioration des relations entre notre pays et le leur. Moi, j'y ai été bien accueilli. Dans l'ensemble, personne ne m'a emmerdé. Si, j'ai été arrêté 2 fois, une fois par des flics en civil, une fois par des passes-darans, mais ça s'est arrangé très vite. Et les gens, dans l'ensemble, sont sympathiques, ouverts. Voilà, assez, oui, disert. J'ai bien aimé, j'ai gardé un bon souvenir des quelques semaines que j'ai passées en Iran, ou du côté iranien du détroit. Alors après cela, qu'est-ce que ça raconte? D'abord, ça parle beaucoup de tout ça, de ce que je viens d'évoquer, enfin, de tout cet arrière-plan économique, politique, militaire, stratégique du détroit. Et puis c'est l'histoire d'un type, Wax, qui envisage de traverser le détroit d'Ormuz à la nage. Et ça n'est pas une mince affaire, parce que ce détroit, dans sa partie la plus étroite, fait tout de même, la plus resserrée, fait tout de même une 40aine de kilomètres de large, qu'il est traversé par des courants très violents qui vont un peu dans tous les sens en fonction des marées, etc. Enfin bon, c'est pas de la tarte. Quoi qu'il ait parcouru, il est quand même par énormément de navires, très gros navires, ils ne sont pas du genre à s'arrêter pour éviter un nageur. Voilà, et puis c'est pas facile non plus du fait de la tension entre les deux rives, qui fait que si on est bien vu de l'une, on risque d'être moins bien vu de l'autre, d'être considéré d'un côté ou de l'autre comme un espion. Enfin, tout ceci fait que, à supposer que ce soit techniquement possible, et ça l'est sans doute, puisque je pense qu'un bon nageur doit pouvoir nager une 40aine de kilomètres dans des eaux qui sont quand même relativement chaudes. Mais pour le reste, toutes sortes de choses s'y opposent. Et ce qui s'y oppose également, c'est que le personnage, donc, dont le livre raconte l'histoire, et qui voudrait traverser ce détroit à la nage, il n'est pas tout jeune. Il n'est pas tout jeune, il est, on peut dire, en fin de parcours, ou sinon en fin de parcours, il a atteint un âge où ce genre d'exploit est manifestement au-dessus de ses forces. Voilà. Et donc il se repose sur quelqu'un qui est le narrateur pour préparer cet exploit, d'abord par des repérages, pour essayer de trouver l'endroit, des deux côtés, les deux endroits les plus propices, c'est-à-dire là où la distance est la moindre et où les conditions pour s'immerger et pour reprendre pied de l'autre côté sont les plus propices ou les moins hostiles. Et puis aussi pour étudier un peu le contexte justement politique, éventuellement essayer de faire sponsoriser en partie l'opération par tel ou tel émir, etc. Enfin, voilà, donc le livre, le récit est fait principalement des observations de ce narrateur auquel Wax a confié la tâche de préparer son exploit de natation.